Heureux de vous revoir aujourd'hui. Donc, ce soir, on va parler de dysfonction érectile avec le docteur Stéphane Bellé. La séance sera modérée par notre ami docteur Salim Taleb de la CHU d'Oran. Et puis, je tiens à remercier le modérateur et l'expert, bien sûr, de cette précieuse présentation, sans oublier de remercier notre partenaire, le laboratoire d'Al-Dawa, pour leur aide et leur soutien. Donc, sans trop tarder, je vais donner la parole au représentant du docteur des laboratoires d'Al-Dawa pour présenter un petit peu le laboratoire. Merci et à vous. Bon courage et bon après-midi. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Dr Harouni, de nous avoir donné cette occasion pour vous soutenir et souhaitant avoir un partenariat très fructueux prochainement, Inch'Allah. Je remercie aussi Dr Sébastien Bellé pour sa disponibilité pour donner cette conférence que nous souhaiterions très fructueuse en collaboration avec professeur, bien qu'il veut dire docteur, mais moi j'insiste parce que c'est quand même un professeur, un professeur de médecine, professeur Salim Taleb. Et sans trop tarder, on aimerait bien, ça veut dire, projeter une petite vidéo de 2-3 minutes pour présenter et pour faire connaître que devient notre société d'Abdawa en Algérie et aussi dans le monde. بطاح من فضلك يعني يكون تعدي الآن الفيديو. شركة الدواء شركة أردنية مساهمة عامة تأسست عام 1975. تعتبر دار الدواء شركة رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الصناعات الدوائية والصيدلانية والصحة العامة. منذ تاريخ يمتد لأكثر من 40 عاماً نحن نتبع نهجاً طويلاً يركز على عملائنا لتطوير وإنتاج وتسويق الأدوية عالية الجودة بأسعار معقولة في الأسواق الناشئة. نتميز بفريق عمل متخصص ذو كفاءة عالية بالتطوير والإنتاج والتسويق، يضم أكثر من 900 شخص في أكثر من 30 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا لنصلك حيثما كنت. نلعب دورا رئيسيا في السوق الأردني بين الشركات المصنعة المحلية. ينبع نجاحنا وأداؤنا من كوننا واحدة من أكثر المصانع الدوائية تكاملاً في الأردن والمنطقة، وهو تميز رئيسي أدى إلى ظهور دار الدواء كشركة رائدة في السوق، حيث اكتسبنا ثقة الأطباء والمرضى منذ تأسسنا. تدير الشركة اليوم شبكة متكاملة من 11 منشأة صناعية منتشرة في جميع أنحاء الأردن والشرق الأوسط. مواقع التصنيع 4 مصانع في الأردن و1 في الجزائر. الجودة العالية هي مفتاح نجاحنا على المدى الطويل، حيث تساهم جميع التقنيات الحديثة وعقود من الخبرة والمعايير الصارمة للجودة الشاملة في تقديم منتجات نفتخر بها. يتم الإنتاج لدينا وفقاً لممارسات التصنيع الجيدة الحالية GMP وآيزو، وتم اعتماد منشآتنا من قبل الجهات الصحية الرئيسية في أنحاء العالم، بما في ذلك مجلس الأدوية الإيرلندي والهيئة السعودية للغذاء والدواء ومؤسسة الغذاء والدواء الأردنية. شركة دار الدواء Je vous prie de reprendre la parole, professeur Dr Harouni. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup et merci pour ce film qui fait connaître un petit peu le laboratoire d'Al-Dawa. Et sans trop tarder, je vais donner la parole à Salim Taleb pour commencer cette séance avec le docteur Stéphane Bellé. Merci. À vous, c'est à vous. Merci beaucoup, Dr Harouni. Merci. Tout d'abord, je remercie le laboratoire qui a sponsorisé cette session. Je remercie aussi le bureau de l'association algérienne d'urologie à leur tête, M. Harouni, de m'avoir invité en fait à modérer cette session. Cette session, on a le plaisir et la chance d'inviter un expert en andrologie. C'est un domaine tout à part. C'est toute une spécialité qu'on a la chance en fait d'avoir le docteur Bellé
aujourd'hui qui va nous parler d'une pathologie qui est fréquente, sous-estimée et dont il est expert dans la matière. Et j'espère qu'elle aura un truc positif en fait sur notre prise en charge en Algérie. C'est la première fois, je pense, qu'il est devant des collègues algériens. Nous, Sébastien, on est ravis d'écouter. Et puis, tu peux commencer. Bonsoir à tous, merci de votre invitation. Je voudrais juste dire un petit mot pour dire que ça me fait très plaisir d'être là avec Salim Taleb, avec qui on travaille régulièrement depuis plusieurs années. Je suis très honoré de votre invitation à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des problèmes d'érection. On va parler de physiopathologie. On va parler de physiopathologie et des traitements. On va parler des traitements à visée suspensive. Ce qu'on appelle les traitements à visée suspensive, c'est des traitements médicamenteux. On va parler de la chirurgie brièvement. Et puis, je vais vous parler des innovations qui sont apparues au cours de ces derniers mois, et notamment l'utilisation de deux traitements qui pourraient être des traitements qu'on appelle curatifs. Donc, la façon dont on voudrait faire ça avec le professeur Taleb, c'est que vous puissiez poser vos questions de façon écrite, chacun d'entre vous, pour que l'on puisse voir les sujets dans ma présentation qui ont un intérêt plus particulier pour vous, et puis pour que l'on puisse répondre par l'intermédiaire de Salim Taleb, qui va faire le modérateur, puisqu'on ne peut évidemment pas tous prendre la parole. Donc, on va commencer par la physiopathologie. Ensuite, je vais vous expliquer comment est-ce que j'évalue mon patient quand il est face à moi en consultation. Et puis, le dernier chapitre, ce sera le traitement. Comme on est entre chirurgien et urologue, on va parler des traitements médicamenteux, on va parler des traitements oraux et des traitements de seconde ligne. Et puis, dans un dernier temps, on va parler de chirurgie. Donc, je vous propose que l'on puisse commencer. Donc, voilà. Donc, c'est en train de se mettre en route. Je vais partager mon écran. Donc, le temps que le diaporama se lance, donc je voudrais vous dire que le problème de la dysfonction érectile, c'est un problème qui n'est pas toujours très bien traité dans nos études à la faculté, mais qui est un problème, comme on s'en est tous rendu compte, qui est un problème qui touche beaucoup de nos patients, et donc pour lequel il est nécessaire que l'on soit au point. Et donc, il faut qu'on ait des réponses concrètes à donner à nos patients. Est-ce que là, Salim, on voit bien mon écran? Oui. Oui, c'est bon. Comme ça, c'est bien? Oui, c'est parfait, je pense. Oui. C'est en plein écran? C'est presque. Hop. Voilà. Comme ça, c'est bien. Ok, comme ça, c'est mieux? C'est mieux. Ah, super, d'accord. Bon, donc juste pour vous dire d'où est-ce que je viens, donc je suis urologue et andrologue à Paris. J'appartiens à un groupe d'urologie privée qui s'appelle le groupe Urologie Paris Opéra. On est… Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors, attendez, excusez-moi.
il est bloqué. Alors. C'est comment? Mettre là comme ça. Là, c'est bien? Ok, bon. D'accord. Donc, désolé pour ça, les joies du direct. Donc, juste simplement pour vous dire que nous sommes un groupe qui est agréé à la formation des internes des hôpitaux de Paris. C'est le seul groupe privé à Paris qui a cet accès. On est un groupe qui opère dans une clinique qui s'appelle la clinique Turin et à l'hôpital américain. Donc, me concernant, j'ai une pratique qui est désormais exclusive de l'andrologie et je ne fais plus d'urologie générale. Donc, je m'occupe des problèmes d'érection, des problèmes de la maladie de la péronie, de la chirurgie de la verge et de la fertilité. Donc, qu'est-ce que c'est que la dysfonction érectile? C'est l'incapacité à obtenir une érection qui soit suffisante pour un rapport sexuel satisfaisant. Il faut que ça évolue depuis au moins 6 mois et que le problème se répète dans 75 à 100%, 75% à 100% des rapports. Donc, ça, c'est une définition qui est un peu restrictive, mais comme toutes les définitions, elle est nécessaire. C'est pour un peu mettre de côté la situation de la panne intermittente. Donc, le décor étant planté, donc je vous propose que l'on voit un petit peu de physiopathologie, ensuite que je vous dise pourquoi est-ce qu'à mon sens il faut traiter les patients, et après on va en venir au traitement. Donc la physiopathologie, si on commence par un petit rappel anatomique, les 2 corps caverneux qui sont dans la verge, un à droite et un à gauche, un corps spongieux qui entoure l'urètre. Dans chacun des corps caverneux, une artère, l'artère caverneuse, là avec le numéro 7. Le tissu caverneux, on va voir des images tout à l'heure, c'est l'image qu'il faut retenir, c'est que c'est une éponge qui va se remplir de sang au moment de l'érection et qui va se vider au moment de la flaccidité, à la fin de l'érection. Donc il faut, pour que ça fonctionne bien, un bon débit artériel entrant, un bon tissu caverneux, bien souple, qui se laisse remplir de sang, et des veines qui se ferment au moment de l'érection pour que l'érection devienne complète. Donc, tout ça, c'est sous la commande nerveuse. Et pour que ça fonctionne bien, il faut une bonne imprégnation en testostérone. Donc, une commande nerveuse, une imprégnation hormonale, un tissu caverneux en bon état, l'éponge, un flux artériel entrant qui soit suffisant et un flux veineux qui doit se couper pour avoir une bonne érection. Donc, si l'on regarde sur ce schéma comment ça se passe, en fait, le flux, l'information arrivant, elle arrive par le nerf qui est figuré à droite sur l'écran en bleu. D'accord ? Les nerfs, au niveau de l'érection, les nerfs fonctionnent avec un neurotransmetteur gazeux qui est le monoxyde d'azote. Okay ? Donc, c'est un des neurotransmetteurs gazeux. Donc, le monoxyde d'azote, lui, il va arriver au niveau de la cellule musculaire lisse. La cellule musculaire lisse, c'est les cellules qui sont dans les travées de cette éponge. On va les voir tout à l'heure en gros plan. Le monoxyde d'azote arrive dans la cellule musculaire lisse et il provoque une myorelaxation. Donc, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il y a du muscle dans la verge? La réponse est oui. Mais par contre, ce n'est pas un muscle que l'on aimerait voir se muscler. C'est un muscle dont on a besoin qu'il soit relâché pour que l'érection soit là. Donc, une commande nerveuse, myorelaxation sous commande nerveuse. Et c'est ça qui permet le début de l'érection. Au fur et à mesure que la verge se remplit de sang, les veines sont comprimées et donc le retour veineux se ferme. Et c'est ça qui va permettre d'obtenir la rigidité. Le retour à l'état flaccide, c'est au moment où la commande nerveuse se stoppe, qu'il n'y a plus de monoxyde d'azote qui arrive, la myorelaxation s'interrompt
Et donc, le tissu musculaire lisse qui est dans la verge va se recontracter. En se recontractant, il va évacuer le sang par les veines qui vont s'ouvrir. Donc, c'est une contraction musculaire qui met fin à l'érection. Et cette contraction, elle est médiée par une enzyme qui s'appelle la phosphodiesterase 5, PDE5. Et donc, cette enzyme, c'est elle qui met fin à la cascade d'événements qui est amenée à la myorelaxation. Donc, l'enzyme phosphodiesterase 5, c'est elle qui est à l'origine de la fin de l'érection. Donc, si on voit ça au niveau cellulaire, au milieu, là, vous voyez au milieu de l'écran, c'est la cellule musculaire lisse qui est dans le corps caverneux. En bas à gauche, en vert, vous avez l'arrivée du nerf, donc le neurone, qui relâche du monoxyde d'azote. Et ce monoxyde d'azote, il va faire deux choses. Il va aller dans la cellule et entraîner la cascade d'événements que l'on voit qui aboutit à la sortie du calcium de la cellule. Et donc, ça fait une myorelaxation. Et la deuxième chose qu'on ne voit pas sur cette image, c'est que le monoxyde d'azote, il va aller dans la cellule endothéliale du corps caverneux et il va donner une information à la cellule endothéliale qu'elle doit elle-même relâcher le monoxyde d'azote endothélial, qui s'appelle le E-monoxyde d'azote. Donc, c'est le monoxyde d'azote, c'est l'information qui arrive dans la cellule musculaire lisse pour dire myorelaxation. Mais c'est également l'information qui arrive au contact de la cellule endothéliale pour dire de relâcher du monoxyde d'azote supplémentaire pour que le système s'entretienne. Et donc, l'enzyme qui met la fin à l'érection, c'est la phosphodiesterase 5. Et donc, c'est elle qui vient bloquer la transformation de GMP cyclique en 5'-GMP. Et c'est ça qui va faire qu'il n'y a plus d'érection. Donc, sans l'enzyme, on a la myorelaxation. Et quand l'enzyme arrive, il n'y a plus de GMP cyclique et donc il n'y a plus de myorelaxation. Et la conséquence, c'est la contraction du muscle lisse. Voilà, ça c'est la physiopathologie. Donc, encore une fois, une conduction nerveuse sous une bonne imprégnation hormonale. On va voir ça tout à l'heure. Ensuite, la nécessité d'avoir un flux artériel de bonne qualité, un tissu bien souple, le tissu caverneux, et ensuite des veines qui fonctionnent, c'est-à-dire des veines qui se ferment. Alors, pourquoi est-ce qu'on dépiste? Pourquoi est-ce qu'on traite nos malades? Il faut les dépister parce que le problème il est fréquent et qu'il a un impact sur la qualité de vie. En plus de ça, quand on dépiste nos patients, c'est souvent le cas de dépister en fait une maladie sous-jacente. En l'occurrence, souvent la dysfonction endothéliale, qui peut amener à l'insuffisance coronarienne. Donc, le dépistage des problèmes d'érection, ça participe aussi au dépistage des maladies potentiellement graves qui pourraient ne pas être symptomatiques au moment du dépistage. C'est-à-dire que très souvent, les patients commencent par un problème d'érection avant d'avoir les problèmes coronariens. Et donc, prêter l'oreille à un patient qui consulte pour un problème d'érection, ça consiste notamment à faire le point sur sa situation cardiovasculaire avant qu'elle ne se dégrade. On va le voir tout à l'heure, les facteurs de risque des problèmes d'érection, ce sont les facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, il y a une importance à faire le dépistage d'un point de vue purement de santé publique. Et la deuxième importance, c'est la qualité de vie. Donc, le symptôme est fréquent. Vous voyez que pour les hommes qui se situent entre 40 et 70 ans, le problème est fréquent, il est à plus de 30%. Donc, un problème fréquent qui a un impact sur la qualité de vie. Là, je vous cite plusieurs études qui sont des vieilles études qui ont montré que la qualité de vie était impactée par les problèmes d'érection. Ces problèmes d'érection, ils entraînent une baisse de l'estime de soi, ils entraînent une sensation pour celui qui en est atteint de ne plus avoir sa place dans son couple, mais également de ne plus être vraiment un homme. Et donc, quand on demande aux patients comment ils se sentent, notamment une fois qu'on les a traités, ils vous disent qu'ils sont très contents d'avoir de nouveau des érections, d'avoir de nouveau des rapports, mais surtout, ils sont contents de se sentir hommes, de se sentir guéris au quotidien, c'est-à-dire même les jours où il n'y a pas de rapport sexuel, il y a une amélioration de leur qualité de vie.
Et c'est ça qu'il faut viser quand on traite ce problème. Donc, traiter la dysfonction érectile, c'est améliorer la qualité de vie. Et donc, l'importance du bénéfice apporté par le traitement, encore une fois, ça a été évalué par des études. Et là encore, quel que soit le type de traitement, quand on arrive à améliorer la qualité de l'érection, on améliore la qualité de vie, que ce soit la qualité de vie sexuelle, mais la qualité de vie générale. Donc, actuellement, le problème, et c'est un problème qui est sous-déclaré, les patients n'osent pas trop en parler. On sait qu'à peu près 1 homme sur 4, 1 homme sur 3 de ceux qui sont atteints d'un problème d'érection vont le dire à leur médecin et demander un traitement par hésitation à en parler à à leur médecin. Ça, c'est une petite étude qui a maintenant une vingtaine d'années, qui est une étude qui est parue dans un journal américain de médecine générale et qui montrait que le problème que les patients ne voulaient surtout pas aborder avec leur médecin traitant, parmi tous ces problèmes-là, c'était le problème d'érection. Ça arrivait en premier. Ça arrive avant évoquer les maladies sexuellement transmissibles, avant l'évocation avec son généraliste d'un antécédent d'abus sexuels, de problèmes de prostate, de problèmes d'incontinence, de problèmes de comportement alimentaire, de problèmes d'intoxication alcoolique ou d'intoxication aux stupéfiants. Donc, dans cette étude-là, ce que les patients ne voulaient surtout pas aborder avec leur médecin généraliste, c'était les problèmes d'érection pour différentes raisons. C'est que les patients se sentent un peu proches de leur médecin généraliste, donc ils ne veulent pas partager des choses trop intimes, bizarrement, alors qu'ils parlent d'autres problèmes de santé. Et puis, il y a aussi l'attitude de certains d'entre nous, de certains des médecins, qui ne veulent pas s'occuper de ce problème-là et qui ont une attitude qui fait que les patients ne se sentent pas à l'aise pour leur en parler. Et donc, si on veut que le patient en parle, le mieux, c'est de lui poser la question, mais c'est aussi de lui montrer que le problème d'érection, c'est un problème de santé comme un autre et qu'on est là pour aborder les problèmes en consultation. Et donc, il faut mettre en place les conditions qui seront favorables à ce que le patient exprime sa détresse. Voilà. Et donc, ça, c'est vrai en médecine en général, mais en urologie, c'est quand même assez étonnant qu'il y ait des patients qui n'arrivent pas à parler de leurs problèmes d'érection avec leurs urologues. Même les urologues qui s'apprêtent à les opérer de problèmes graves, de cancer de prostate, de cancer de vessie, dont on sait que le traitement chirurgical, le traitement radiothérapique, la chimio vont entraîner des problèmes sexuels. Malgré tout, certains urologues hésitent encore à en parler par manque d'intérêt ou par pudeur. Donc, ils n'en parlent pas à leurs patients et le patient découvre le problème une fois que le traitement est mis en route et qu'il n'y a plus vraiment de retour en arrière. Et donc, entre les patients qui n'osent pas en parler et les médecins qui n'estiment pas important d'en parler ou qui n'osent pas en parler, il y a parfois des problèmes de communication qui peuvent être résolus assez simplement en évoquant tout ça. Et les patients, puisqu'on l'a vu, les patients tout venant aux âges auxquels ils voient un urologue, entre la quarantaine et la soixantaine, il y en a quasiment 1 sur 3, 1 sur 2 qui a des problèmes d'érection, au moins intermittents. Et donc, si vous leur en parlez, ils ne vont pas trouver ça bizarre, puisque la plupart, soit ils ont ce problème, soit ils en ont déjà entendu parler. Et donc, dans mon expérience, les patients qui n'ont pas de problème d'érection à qui j'en parle, ils me disent bah non, tout va bien. Et ils ne sont pas choqués qu'on en aurait parlé. Ils sont même plutôt contents de se dire bah, si j'ai un problème, je pourrais lui en parler. Voilà. Donc, je pense qu'il faut un petit peu briser ce silence dans la consultation d'urologie, qui est une consultation spéciale pour l'homme, une consultation dans laquelle il faut qu'il se sente à l'aise d'amener les problèmes, de les évoquer et à l'aise aussi d'écouter nos questions. Et donc, si jamais c'est un problème qui ne le concerne pas, ben on passera à autre chose et ce sera tant mieux. Voilà. Donc, comment est-ce que j'évalue mon patient ? Ça, c'est les recommandations de l'Association européenne d'urologie, les EAU Guidelines, qui nous disent comment est-ce qu'on doit évaluer les patients. Donc, la première ligne, c'est l'anamnèse, c'est-à-dire interroger le patient sur ses problèmes érectiles, sur ses facteurs de risque de problèmes d'érection. La deuxième ligne, c'est l'examen physique. On va le voir.
Et ensuite, la troisième ligne, le troisième temps de l'évaluation du patient, c'est les examens de laboratoire. Donc, un interrogatoire, un examen physique, des examens biologiques. L'examen clinique, donc, évaluer un peu les besoins du patient, notamment évaluer son âge. Encore une fois, il faut éviter de se mettre en référence de la normalité. Donc, je pense qu'il n'est pas question pour aucun d'entre nous de se dire bah oui, tel patient, je ne vais pas lui parler d'érection, à son âge, on n'a plus de rapport. Il n'est pas question de se mettre, de se dire bah, si moi, ça ne m'intéresse pas à mon âge, bah, lui non plus. Enfin, il n'y a pas de normalité dans la sexualité. Donc, il est important que chaque patient puisse bénéficier d'une prise en charge s'il en a besoin. Voilà. Donc, on demande au patient où est-ce qu'il en est, on voit quel âge il a. Est-ce qu'il y a des choses qui sont évidentes dans l'interrogatoire qui peuvent causer des problèmes d'érection psychogènes? On évalue ses antécédents médicaux, chirurgicaux, psychiatriques éventuellement, son traitement habituel, ses habitudes de toxicomanie éventuellement, et j'inclus le tabac dedans. Et puis, il faut lui poser quand même quelques questions sur la situation de son couple actuel, puisque ça va quand même être important. Donc, c'est des questions toutes simples. On ne va pas se transformer en psychologue ou en thérapeute de couple, mais simplement, moi, je demande assez facilement à mon patient si ça se passe bien avec son épouse, s'il s'entend bien. Le patient qui me dit qu'il n'a pas d'érection quand il est avec son épouse et qui me dit qu'il ne s'entend pas du tout avec elle, bon, peut-être que ce n'est pas un problème médical. Voilà, c'est des questions simples de mon sens, sans aller plus loin dans la psychologie. Et sans aller non plus loin dans la durée de la consultation. Parce que beaucoup d'entre nous hésitent à prendre en charge les problèmes d'érection au cours d'une consultation d'urologie parce qu'ils se disent, si jamais je commence à lui parler de ça, ma consultation elle va durer 2 heures. Alors qu'en fait, si on reste vraiment dans notre position d'urologue et qu'on se limite à l'organicité de tout ça, à la prise en charge du problème d'érection du diabétique, du fumeur, du malade qu'on a opéré de la prostate, on n'est pas du tout en train de partir dans la psychiatrie et la psychologie sexuelle. Et donc, ça ne prend pas plus de temps. Le statut émotionnel, bon, encore une fois, on n'est pas psychologue, mais c'est assez, on arrive assez vite, pour la plupart d'entre nous, à voir les patients qui sont très anxieux, qui sont très stressés. Et donc, si ce sont ceux-là qui ont des problèmes d'érection, on va pouvoir un peu les aider, probablement qu'ils ont des problèmes d'anxiété de performance. Et le simple fait de l'évoquer et ensuite de le prendre en charge, ça suffit assez souvent à le régler. Donc, la situation du patient. Ensuite, pour la situation du problème d'érection à proprement parler, depuis quand est-ce que le patient a des problèmes d'érection? Comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça a commencé progressivement comme un problème organique, genre du diabétique? Ou bien est-ce que ça a commencé du jour au lendemain, un soir où ça n'a pas bien fonctionné et depuis, il n'y a plus d'érection du tout, comme ce serait le cas dans le cadre d'un problème plutôt psychogène. Le questionnaire IEF, je vous l'ai indiqué, mais moi je ne l'utilise pas en pratique clinique. Les questionnaires, je trouve que ça fait perdre du temps. On passe plus de temps à expliquer les questions aux patients qu'à bénéficier des réponses. Les questionnaires, c'est à mon sens plutôt important quand on fait des études cliniques, mais en consultation, je pense qu'il faut rester proche de nos patients et il ne faut pas se cacher derrière son ordinateur, derrière des questionnaires qu'on leur tend. Il faut garder la consultation comme on nous l'a appris et la consultation où on échange avec le patient et on ne le laisse pas tout seul face à un questionnaire auquel il devrait répondre au lieu de nous parler. Donc l'examen physique, c'est un examen cardiovasculaire, un examen urologique. Donc l'examen cardiovasculaire, je pas vous mentir, il est très succinct quand c'est moi qui le fais. J'évalue surtout le retentissement du tabagisme chez mes patients, surtout à l'aspect des patients, mais je ne fais pas d'examen cardiovasculaire poussé. Si j'en ai besoin d'un, je vais le demander à un de mes collègues, mais je ne le ferai pas moi-même. L'examen urologique, là par contre, c'est important. Il faut examiner les testicules pour rechercher des tumeurs. Il faut examiner les testicules pour rechercher des signes d'insuffisance testiculaire, des petits testicules, des testicules qui ne seraient pas descendus. Et puis l'examen de la verge, bien sûr, c'est important d'évaluer la situation de ce côté-là. On va rechercher une maladie de la péronie, on va rechercher une atteinte tissulaire,
Hein. Il y a des patients qui ont la verge très contractée. C'est un syndrome qui s'appelle hard flaccid, qui en anglais veut dire dur au repos, c'est-à-dire les patients qui ont la verge contractée au repos. C'est une notion qui fait de plus en plus, qui lève de plus en plus d'intérêt. On a publié il n'y a pas très longtemps un article à ce propos avec mes internes sur cette situation des gens qui ont des douleurs chroniques ou du stress chronique et qui ont une verge qui est contractée. Donc, on va rechercher ça. Donc, une verge contractée, une verge abîmée par de la fibrose après la maladie de la péronie, après de la chirurgie, après des priapismes. Donc, ça, on a besoin d'examiner nos patients pour savoir où est-ce qu'ils en sont. L'examen neurologique va aussi permettre d'évaluer la situation des patients. Donc là encore, ce n'est pas moi qui fais un testing neurologique poussé, hein, je vous rassure, mais je me rends compte de la situation neurologique de mes patients. Ça passe par exemple par demander au patient qui a un diabète s'il a des douleurs dans les jambes, s'il a une hypoesthésie, s'il a des douleurs dans les jambes la nuit. En fait, des questions qui permettent de se rendre compte si le patient a une neuropathie ou pas, compliquant la pathologie neurologique qu'on lui a dépistée quand on a fait l'interrogatoire. S'il a une sclérose en plaques et qui vous dit « je sens plus le bas de mes jambes » ou s'il a une polyradiculonévrite, une maladie de Lyme et qui vous dit « j'ai des douleurs, des types de brûlures sous la plante des pieds » et qui commence à avoir des problèmes d'érection, on sera un petit peu plus attentif au côté neurologique du problème de l'érection. Voilà, c'est surtout ça. Et puis l'examen clinique, il comporte un examen endocrinologique assez succinct, mais il faut rechercher une gynécomastie, qui peut être le signe d'une hyperprolactinémie, rechercher un retard pubertaire ou une perte de caractère sexuel secondaire qui font penser que le patient a un déficit en testostérone. Alors ensuite, les examens complémentaires. On a vu la troisième ligne du consensus là, des recommandations européennes, c'est les tests de laboratoire. Donc, est-ce qu'on a besoin de faire des examens complémentaires? Les examens, c'est très succinct. Et donc, les recommandations nous disent qu'on ne fait ces examens que s'ils n'ont pas déjà été faits dans l'année. Hein. Donc, on fait la glycémie à jeun, si ça n'a pas été fait dans la même année. On fait le bilan lipidique. Et on fait un bilan de santé un peu plus général au niveau biologique, qui est la numération. On va rechercher une anémie, notamment. Anémie. On va rechercher des maladies chroniques à type d'insuffisance rénale ou d'atteinte hépatique sur ce bilan biologique. Et la quatrième chose qu'on va regarder, c'est la testostérone. Donc ça, c'est les 4 volets du bilan biologique. La cinquième chose, on demande le PSA, premièrement parce qu'il y a visée de dépistage, et deuxièmement parce que si vous demandez la testostérone à votre patient et qu'il vous la ramène et qu'elle est basse, avant de lui en donner, il faudra être sûr que son PSA soit normal. Donc, on ne va pas l'envoyer 2 fois au laboratoire, je lui fais faire le PSA en même temps que la testostérone. Voilà, ça c'est le bilan, il s'arrête là. On ne va pas plus loin, chercher la TSH, la prolactine chez tout le monde. On ne va faire d'examen complémentaire biologique supplémentaire que si l'examen physique le demande. D'accord? Donc, le malade qui vous dit « j'ai plus du tout de libido, j'ai plus d'envie sexuelle, j'ai les seins qui poussent, je perds ma barbe », bon, lui, vous allez lui faire la prolactine, on va lui faire la TSH pour chercher une pathologie thyroïdienne, mais on ne fait pas la TSH à un type de 30 ans qui a une petite baisse de forme parce qu'il fume un peu trop. Voyez? Donc ça, le bilan que je vous ai affiché, ça, c'est le bilan qui est recommandé par la Société de santé sexuelle mondiale, ISSM, et par les guidelines européennes. Donc, on ne fait pas plus en première intention. De la même façon, on sait tous que les échographies Doppler peuvent avoir un intérêt. Elles ont un intérêt. Le Doppler n'a notamment d'intérêt que s'il est fait par quelqu'un qui connaît bien la pathologie, parce que sinon, on a des échographies Doppler qui ne servent à pas grand-chose pour les problèmes d'érection. Mais encore une fois, l'échographie Doppler, elle n'est pas en première intention. On la fait plutôt quand il y a un problème d'efficacité des traitements de première intention. Voilà. En première intention, c'est l'interrogatoire, l'examen clinique, notamment de la verge et des testicules, et cet examen biologique succinct que je vous remontre.
s'il y a des signes d'appel à l'examen clinique ou s'il y a des anomalies sur ce premier examen, on peut faire alors des examens plus poussés, notamment au niveau hormonal, et éventuellement un Doppler. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ces examens que je viens de vous montrer? C'est parce qu'en fait, les facteurs de risque de problèmes d'érection, ce sont les facteurs de risque cardiovasculaires. Et donc, c'est pour ça que le bilan, quand on voit le bilan biologique d'un problème d'érection, ça pourrait très bien être un bilan de cardiologie. Donc, on va chercher les problèmes de cholestérol, les problèmes de déficit en testostérone, les problèmes de diabète ou de résistance à l'insuline, c'est-à-dire ce qu'on appelle le stade de prédiabète. Et on va poser la question au patient s'il fume. On va regarder s'il est en surpoids, notamment s'il a une répartition des graisses qui évoque une obésité androïde. Le problème d'érection, en général, il est multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui font démarrer le problème d'érection, par exemple le tabac, le surpoids, l'âge. Et puis, il y a des facteurs aggravants qui vont venir se greffer à tout ça. Notamment, on va le voir tout à l'heure, l'anxiété de performance. C'est-à-dire, votre patient, il a un peu de diabète, il fume un peu trop, il ne fait pas assez de sport, il a arrêté d'en faire avec le temps. Ça commence à aller moins bien quand il a des rapports. Et puis, il va commencer à se dire, mais quand sa femme le sollicite, mince, elle me sollicite, ça va peut-être pas bien marcher comme la dernière fois. Et du coup, il y a du stress qui vient s'ajouter. Et ça, c'est un facteur aggravant. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les facteurs aggravants. Et les facteurs de maintien, eh ben, c'est surtout les écarts de régime qui font que, comme les érections, ça va pas bien, on est stressé, le patient n'ose pas regarder sa femme dans les yeux, il n'ose pas aller vers elle par peur que ça fonctionne pas. Et du coup, il va avoir un comportement d'évitement. Il va éviter les rapports sexuels avec sa femme. Ça va générer des problèmes de couple. Ils vont plus bien s'entendre. Ils vont se disputer plus facilement. Et du coup, ils vont un peu s'éloigner l'un de l'autre. Et ça, c'est les facteurs de maintien. D'accord ? Donc, c'est souvent multifactoriel. C'est souvent psychogène et organique. Donc, c'est mixte. Salim, tu me dis s'il y a des questions, n'hésite pas. Donc, dans le côté endocrinien dans les causes, c'est le syndrome de déficit en testostérone. Et donc, le déficit en testostérone, ça entraîne différentes choses. Ça entraîne une perte de force, une perte de densité musculaire, une perte d'allant, ce qu'on appelle l'élan vital, c'est-à-dire l'envie de faire les choses en général. Mais la perte de testostérone, ça entraîne, entre autres choses, une perte de désir sexuel et aussi une diminution de la qualité des érections et une diminution des érections réflexes. Et donc, une bonne façon de savoir si votre patient a une bonne imprégnation en testostérone, c'est de lui demander est-ce qu'il pense au rapport sexuel en général? Est-ce que ça vient dans son esprit quand il est dans la rue, quand il pense à sa femme? Donc, est-ce qu'il y pense? Premièrement, c'est ce qu'on appelle la libido. Est-ce que quand il a des rapports sexuels, il a l'impression que ses érections sont devenues moins fortes? Et est-ce qu'il a encore des érections du matin? Voilà. Ces trois questions-là, ça permet de savoir si le patient manque ou pas de testostérone. Les autres questions qui sont des questions non sexuelles qui permettent de savoir si le patient manque de testostérone, c'est est-ce que vous avez moins de force physique? Est-ce que vous récupérez moins bien quand vous faites un effort physique? Est-ce que vous avez du mal à vous en remettre? Est-ce que vous avez un sommeil qui est moins réparateur? Ça, c'est des signes de manque de testostérone. Est-ce que vous vous endormez facilement la journée quand vous êtes au travail, quand vous êtes au volant, quand vous êtes devant la télévision? Ça, c'est des signes de déficit en testostérone. Et ensuite, quand vous l'examinez, vous allez voir un homme qui a plutôt du ventre, donc qui prend du poids mais aux dépens du ventre. Un patient qui commence à manquer de pilosité, qui a des testicules qui manquent de volume et éventuellement qui a une gynécomastie. Donc ça, c'est les signes de déficit en testostérone. Dans les autres causes, dans cet ensemble de causes qui donnent des problèmes d'érection, donc on a dit les causes psychogènes, les causes artérielles, on a vu les facteurs de risque. Et il y a aussi les causes tissulaires, c'est-à-dire que quand le tissu de la verge s'abîme, les problèmes d'érection commencent. Éventuellement, même chez un homme qui se sent très bien dans sa peau, qui a de la testostérone, qui a des artères qui marchent bien,
Si le tissu s'abîme, là vous avez une vue au microscope électronique du tissu caverneux. Si le tissu s'abîme à cause de la maladie de la Peyronie, à cause du priapisme, à cause d'une opération de la verge qui s'est traduite par de la fibrose, si ce tissu s'abîme, et bien même si tout le reste va bien, les érections vont devenir moins bonnes. Donc, la qualité du tissu, et notamment du muscle lisse, est un facteur important pour obtenir ou pour garder de bonnes érections. Donc là, vous avez un article qui n'est pas très récent, qui date de 2005, mais qui montre qu'après la prostatectomie radicale, quelle que soit la voie d'abord, ce n'est vraiment pas le problème, le fait d'avoir lésé les nerfs qui sont les nerfs à destinée sexuelle, donc les nerfs qui sont les nerfs qui relâchent le monoxyde d'azote qu'on a vu au départ, les nerfs caverneux, les nerfs honteux, ce qu'on appelle aussi la bandelette vasculonerveuse. Ça, quand on l'abîme, ça entraîne une neurapraxie, c'est-à-dire une phase pendant laquelle le nerf est en train d'essayer de récupérer. Eh bien, pendant cette phase-là, où il n'y a pas une bonne conduction nerveuse, il y a une baisse de concentration en oxygène dans le corps, dans le tissu caverneux. Et cette baisse de concentration en oxygène, elle a été mesurée. C'est l'objet de cet article. Et bien, cette baisse de concentration en oxygène, elle entraîne une mort du tissu musculaire lisse, ce qu'on appelle l'apoptose, et elle aboutit à de la fibrose. Ce qui veut dire que même chez certains des patients qui vont récupérer l'innervation, il peut quand même y avoir un problème d'érection et qui peut même être définitif, qu'il y ait ou non une bonne conduction nerveuse, mais simplement par atteinte du tissu. Okay ? Donc, le tissu caverneux, là, il est atteint dans cet exemple-là de fibrose parce qu'il a été privé de conduction nerveuse, mais toutes les lésions qui peuvent être faites à ce tissu sont des causes potentielles de problèmes d'érection. Encore une fois, priapisme, injection intracaverneuse, quand on s'injecte toujours au même endroit, on se fait une cicatrice à cet endroit-là, c'est de la fibrose, et ça va encore aggraver le problème d'érection. La ponction que l'on fait pour évacuer un priapisme, le choc direct porté à la verge en érection, toutes ces circonstances-là vont entraîner de la fibrose, et cette fibrose va être une des causes du problème d'érection. Voilà. Donc là, vous avez encore une autre façon de le dire, la chirurgie, le diabète, la maladie de la Peyronie, tout ce qui est la cause d'une éventuelle fibrose caverneuse est une cause de problème d'érection. Donc, comment est-ce que ces différentes causes arrivent? Donc, on le voit, c'est le traumatisme, la baisse de pression en oxygène, la maladie de la Peyronie. Tout ça, c'est des causes qui sont des causes d'inflammation qui amènent à une oxydation et ce métabolisme oxydatif, il aboutit tout à la fin à la baisse de concentration en monoxyde d'azote au contact des cellules du tissu caverneux. Et donc, baisse de concentration en monoxyde d'azote, ça va aboutir à une progressive fibrose des corps caverneux. Et donc, le corollaire à tout ça, c'est que chez nos patients qui ont des traumatismes de la verge, de la chirurgie de la verge, la maladie de la Peyronie, il faut faire le maximum pour lutter contre l'inflammation et pour lutter contre la fibrose. Le syndrome métabolique, c'est une entité à part qui, elle aussi, aboutit à la fibrose. Le syndrome métabolique, on le sait, c'est l'association de différentes choses. Le surpoids au niveau abdominal, la résistance à l'insuline ou hyperglycémie, l'hypertension artérielle, les anomalies du bilan lipidique, le syndrome des apnées du sommeil. Et bien tout ça, ça aboutit à un déficit en testostérone et ça aboutit à une cascade d'événements qui entraînent de l'inflammation chronique. Inflammation chronique au niveau du corps caverneux et donc des problèmes d'érection pour nos malades, mais également chez ces mêmes patients, une inflammation endothéliale qui aboutit à l'insuffisance coronarienne.
Et donc, quand on est face à nos patients qui ont un problème d'érection, il faut essayer de rechercher à l'interrogatoire ce qui peut amener à comprendre que le problème d'érection il est organique ou ce qui nous oriente plus vers une cause psychogène. Donc, à l'interrogatoire, c'est simple. Les causes psychogènes, c'est un début brutal. C'est le jeune homme, la nuit de noces, qui n'arrive pas à avoir d'érection parce qu'il sait que toute la famille est derrière la porte, à attendre qu'il y arrive. Donc, lui, il vous dit j'avais des érections jusqu'à ce jour, et ce jour-là, pile, j'ai plus d'érection. Donc, ça, c'est de l'anxiété de performance, c'est psychogène. C'est pareil pour un couple qui ne s'entend plus. C'est pareil pour un homme qui se met trop de pression sur les épaules au moment de l'activité sexuelle parce qu'il veut trop bien faire, si vous voulez. Donc ça, c'est typique à l'interrogatoire des causes psychogènes. Ce sont des patients qui, par ailleurs, conservent des érections nocturnes ou matinales. Ce sont des patients qui arrivent quand même à avoir des érections masturbatoires. Et ce sont des patients qui ont un examen clinique, physique normal et un bilan biologique normal. L'autre grand volet, c'est la cause organique. Et donc, le patient, lui, au contraire, il va vous dire ça s'aggrave progressivement, c'est de pire en pire, quelle que soit la partenaire, même si je suis tout seul et que je me masturbe, c'est pareil, l'érection est de moins en moins bonne. À l'examen physique, vous allez lui trouver du surpoids, et vous allez voir qu'il a des conséquences de son tabagisme ou de sa maladie neurologique. Et au bilan biologique, vous verrez peut-être des anomalies. Donc ça, c'est typique des causes organiques. Donc les causes organiques, je vous les ai listées. Elles sortent pas très bien. Je suis désolé parce que je suis passé d'un Mac à un PC. Donc vous excuserez la police. Mais donc les causes organiques, c'est les causes toxiques, l'alcool, le tabac, les médicaments. Les causes neurologiques, c'est les antécédents d'AVC, les antécédents de maladies périphériques comme la sclérose en plaques, les traumatismes du système neurologique et notamment la chirurgie de la prostate. Dans les causes organiques, on a les causes endocriniennes avec notamment le diabète qui est la première cause de dysfonction érectile puisqu'on a à peu près un homme sur deux qui a un problème d'érection chez les hommes diabétiques après 10 ans d'évolution du diabète. Donc c'est énorme. Quand on sait l'endémie du diabète au niveau mondial, dans les pays du Maghreb, dans les pays du Golfe arabique, dans les pays de l'Amérique du Sud, aux États-Unis et maintenant en Asie, il y a une endémie, une pandémie de diabète, pour utiliser un mot à la mode en ce moment, la pandémie. Il y a une pandémie de diabète. Si vous pensez qu'un homme sur deux atteint de diabète depuis plus de 10 ans a un problème d'érection, et c'est bien sûr plutôt les hommes qui ont un diabète qui est mal équilibré ou qui ont des facteurs associés, des facteurs de risque comme le tabac, mais c'est une quantité de patients qui ont des problèmes d'érection qui est phénoménale. Dans les autres causes, les causes artérielles, il y a les causes traumatiques, au-delà des facteurs de risque cardiovasculaires. Et dans les causes veineuses, il y a la maladie de la péronie, les séquelles de priapisme et les fuites veineuses. Les fuites veineuses, je fais une toute petite aparté pour vous dire, ou pour vous rappeler, puisque la plupart d'entre nous, on a quand même bien ça en tête, c'est que la fuite veineuse, ça peut être une cause de problèmes d'érection, et notamment les problèmes d'érection primitifs chez l'homme jeune. L'homme qui n'a jamais eu d'érection quand il arrive chez vous, il faut chercher une fuite veineuse. Le patient de 30 ans qui est bien dans sa tête, qui est bien portant et qui vous dit « j'ai jamais eu d'érection complète de ma vie », il faut chercher la fuite veineuse. Mais la fuite veineuse, ça peut aussi être la conséquence du problème d'érection. C'est-à-dire que le patient qui n'arrive plus à avoir une érection complète, eh ben, ses veines ne vont plus être écrasées par l'érection, si on se rappelle le schéma du départ. Si les veines restent ouvertes, il y a une fuite veineuse à l'écho-Doppler, mais ce n'est pas forcément la cause du problème d'érection, mais simplement la conséquence. Donc tout ça pour vous dire que ça ne sert à rien de faire de la chirurgie de ligature des veines chez un homme qui a une fuite veineuse, qui a 70 ans, du diabète et qui fume. Là, dans ce cas-là, la fuite veineuse, c'est la conséquence de l'absence d'érection complète. Alors que l'homme jeune qui est bien portant et qui a des difficultés à avoir une érection, chez lui, il faut chercher une fuite veineuse primitive. Donc, dans les causes organiques, il y a aussi les causes iatrogéniques, on l'a dit tout à l'heure, chirurgicales, la chirurgie de la prostate, la chirurgie du cancer du rectum, les antécédents de drainage pour un priapisme qui donne de la fibrose, mais également la multitude de médicaments qui vont avoir une conséquence sur l'érection.
Et enfin, il y a une cause un peu à part dans les causes de problèmes d'érection qui sont l'anxiété de performance. C'est-à-dire que quand le cerveau commence à douter, il active une cascade de centres qui vont amener à la sécrétion orthosympathique, donc la sécrétion d'adrénaline. Et ça va fermer les artères. Donc nos artères caverneuses du schéma du début, elles vont être fermées par le stress. Donc, le patient qui doute de lui, le patient qui doute de son médicament, qui doute de son traitement, et qui au moment du rapport sexuel ou au moment de la stimulation par sa femme a un stress, et ben lui, il n'arrivera pas à avoir une érection, même si les éléments sont là, tout est là pour que ça fonctionne. Celui qui a un doute, ça va moins bien marcher. C'est ce qu'on appelle l'anxiété de performance, et c'est un facteur d'entretien. Alors, comment est-ce qu'on traite nos patients ? Je suis désolé, je suis un petit peu long. On va sûrement déborder d'une dizaine de minutes. Salim, si ça ne va pas, tu me le dis. OK. Non, c'est bon, Sébastien. On te suit. OK. Donc, le traitement, je vous ai fait le rappel, encore une fois, des guidelines européennes qui sont les mêmes aux États-Unis, qui sont les mêmes en France, qui sont les mêmes, je pense, à peu près dans toutes les sociétés. Je n'ai pas ressorti les guidelines de l'Association arabe d'urologie, mais je suis sûr que ça aurait été les mêmes. Pourquoi ? Parce que maintenant qu'on a une classe de médicaments qui s'appelle les inhibiteurs de la phosphodiestérase 5, on a ces médicaments depuis la fin des années 90, à peu près 1998, qui est une date qu'on retient en France parce que c'est la date de la sortie du Viagra en France, mais c'est aussi la date où on a été champion du monde de foot. Donc, comme ce n'est pas si souvent, 1998, c'est une année qu'on retient. C'est l'année de la sortie du sildenafil, la première molécule de cette famille qui s'appelle les inhibiteurs de la phosphodiestérase 5. Ça a tout changé dans la prise en charge des problèmes d'érection parce qu'on a maintenant, depuis cette date, des médicaments qui sont fiables et qui sont sûrs d'efficacité et qui sont dénués d'événements indésirables majeurs. Les effets secondaires de ces médicaments sont finalement très rares. On en a beaucoup parlé au début, les risques cardiaques liés à l'utilisation de ces médicaments. Et si vous faites attention, on n'en parle quasiment plus parce qu'en fait, les complications sont exceptionnelles. Donc, une nouvelle classe médicamenteuse, l'inhibiteur de la phosphodiesterase 5. On a plusieurs molécules. Dans l'ordre chronologique d'apparition, sildenafil, ensuite tadalafil, en 2000, donc 2 ans après. Ensuite, vardenafil, un peu plus tard, 2002. Et ensuite, un peu plus récemment, avanafil, qui est un médicament qui est un peu de côté parce qu'il fonctionne un peu moins bien. Mais surtout, sildenafil et tadalafil, qui sont vraiment les deux médicaments principaux de cette classe. Ce sont des médicaments qui ont révolutionné la prise en charge parce qu'on a désormais, pour nos patients, une proposition concrète, efficace et sûre d'utilisation. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces médicaments ? Donc, c'est les médicaments de première ligne. Ils vont inhiber l'enzyme phosphodiesterase 5 qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, on peut les proposer d'emblée. Pour que ces médicaments fonctionnent, il faut l'expliquer. Il faut expliquer aux patients comment ça fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que si on donne juste l'ordonnance au patient et qu'on le laisse partir comme ça, on lui dit le patient vient vous voir pour la prostate. À la dernière minute, il vous dit au fait, docteur, vous n'auriez pas quelque chose, ça ne va pas très bien en ce moment. Vous lui faites l'ordonnance, vous lui donnez comme ça ne va pas marcher. Il faut expliquer au malade comment ça fonctionne. Il faut lui expliquer que c'est un médicament qui se prend comprimé, qui est un médicament qui va avoir donc à peu près une demi-heure à 2 heures avant d'être efficace. Donc, ce n'est pas un médicament qu'on prend dans la minute juste avant le rapport sexuel. Il faut laisser le temps au médicament de faire effet. Et il faut lui expliquer que c'est un médicament qui va majorer les effets naturels d'une stimulation. Donc, ce n'est pas un aphrodisiaque. Ça ne va pas faire qu'il va de nouveau bien s'entendre avec sa femme. Ce n'est pas un médicament qui va le rendre plus facilement excitable. Pas un aphrodisiaque. C'est un médicament qui va améliorer la qualité de l'érection dans la situation qui habituellement lui donne une érection. Voilà. Donc, il faut un minimum d'explications pour que le médicament fonctionne.
Sinon, vous avez plein de malades qui vous disent, écoutez, votre médicament, il ne marche pas. Mais en fait, quand vous lui demandez comment il l'utilise, c'est pour ça que ça ne marche pas. Il y a des médicaments, il y a des malades qui le prennent la veille, il y a des malades qui le prennent 1 minute avant, il y a des malades qui le cassent en 2 ou en 3 ou en 4 parce qu'ils ont peur que vous lui ayez donné trop fort, donc trop de doses, donc ils prennent des toutes petites doses, donc évidemment, ça ne marche pas. Le sildenafil, il ne faut pas le prendre quand on a mangé un peu gras, alors que le tadalafil, lui, il n'y a aucun problème. Et puis, on va voir, il y a un intérêt d'un traitement quotidien. Avant tout, pour les médecins qui vont prescrire, il faut respecter les contre-indications les contre-indications de ces médicaments. Elles sont simples. Ces médicaments sont interdits dans les 6 mois qui suivent un infarctus. Ils sont interdits chez les patients qui ont un angor instable, c'est-à-dire une insuffisance coronarienne qui n'est pas encore prise en charge. Et ils sont interdits chez les patients qui ont une hypertension artérielle non contrôlée ou une hypotension artérielle. Donc ça commence à être un peu rare comme situation, ou chez les patients qui ont une insuffisance hépatique sévère. Voilà. En gros, c'est ça les contre-indications. Donc ça ne fait pas beaucoup de contre-indications. Et donc, finalement, la plupart des gens à qui on dit « tu n'as pas le droit de prendre ce médicament parce que tu es cardiaque », en fait, c'est faux. Ils ont le droit de le prendre. Les seuls qui n'ont pas le droit de le prendre, c'est les patients qui ont l'angor instable ou l'infarctus récent ou l'AVC de moins de 6 mois. Donc, c'est des situations qui sont très, très bien connues. Et donc, en dehors de ces situations, insuffisance cardiaque modérée, infarctus depuis plus de 6 mois, donc la majorité de nos malades, ils peuvent prendre le médicament. Et non seulement ils peuvent, mais en plus, c'est des médicaments qui sont des vasodilatateurs artériels et c'est des médicaments qui sont plutôt bénéfiques d'utilisation chez les patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires. C'est des médicaments qui vont ouvrir leurs artères. Donc, on leur explique. Moi, c'est assez simple de savoir si ils ont le droit de prendre le médicament. Du point de vue de la fonction cardiaque, il ne faut pas qu'ils soient en insuffisance cardiaque terminale. Et donc, la façon facile de le savoir, c'est est-ce que le malade est capable de monter 2 étages à pied? S'il peut monter 2 étages à pied, il peut avoir un rapport sexuel. Voilà. Les cardiologues américains ont évalué l'effort cardiaque que constituait un rapport sexuel. C'est la montée de 2 étages à pied. Voilà. C'est même un seul étage pour une partenaire habituelle. Donc, c'est assez facile. Vous lui dites, est-ce que vous arrivez à monter un étage sans être essoufflé? S'il vous dit oui, vous avez le droit de lui donner un médicament qui va lui permettre d'avoir une activité sexuelle. S'il vous dit, quand je monte un étage, je ne peux plus respirer, je suis tout bleu, je suis obligé de m'asseoir, bon, lui, il faut l'envoyer chez le cardiologue. Et il ne faut pas lui donner un médicament pour les érections parce que s'il a un rapport sexuel, ce sera peut-être trop d'efforts pour son cœur. On peut quand même s'avouer entre nous que c'est quand même pas souvent qu'on rencontre des malades qui sont à ce point essoufflés qui viennent nous voir parce qu'ils veulent avoir des érections. Ceux-là, ils sont quand même plutôt chez les cardiologues que chez les urologues. Donc, ces conditions qui sont nécessaires, qu'il est nécessaire de réunir pour avoir une activité sexuelle, ça a fait l'objet d'un consensus qui s'appelle le consensus de Princeton, voilà, et qui décrit ce que je viens de vous dire. Je donnerai les diapositives au docteur Taleb, et donc, si c'est nécessaire, il pourra vous les faire passer. Donc, on explique comment ça marche au patient. On lui explique comment le médicament doit être pris. Hein. Donc, si ça va être pris avant le rapport sexuel, c'est une petite heure avant, en général. Il faut quand même lui expliquer que pour que ça fonctionne, il doit y avoir une stimulation sexuelle. Et donc, ça ne fonctionne pas tout seul. Hein. Ce n'est pas je prends un comprimé et puis ensuite, ça va marcher tout seul. Il y a quand même besoin d'une stimulation. Et il faut lui expliquer que la réponse varie d'un médicament à l'autre. Et donc, si ça ne marche pas avec le premier médicament que vous lui avez donné, ben peut-être que ça marchera avec le suivant. Ça ne veut pas dire, si ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que tous les médicaments sont en échec chez lui et que c'est fichu. La deuxième chose qui est importante de lui dire, c'est que les modalités de prise des médicaments varient aussi d'un malade à l'autre. C'est-à-dire pour certains qui aiment bien programmer leur activité sexuelle, ben ça ira peut-être très bien de prendre un cachet avant les rapports sexuels. Et puis pour d'autres qui peuvent avoir un peu d'anxiété à l'idée d'avoir à prendre le médicament, mais du coup de ne pas le prendre au bon moment, de ne pas le prendre le bon jour, ben c'est peut-être mieux
de prendre un médicament tous les jours. Et donc là, le tadalafil, 5 mg en prise quotidienne, ça permet de se défaire de cette anxiété liée à la prise et liée à la situation qu'ont les patients qui se demandent quand ils ont pris le cachet si au moment du rapport, le cachet est déjà efficace. En le prenant tous les jours, on règle ce problème. Il y a deux autres intérêts à prendre un médicament tous les jours. Le deuxième intérêt, c'est que ces médicaments-là, on l'a vu, ils ont un effet de prévention de la fibrose et donc ils ont un effet curatif, ce qui n'est pas le cas de la prise à la demande. Donc en prise quotidienne, en plus, effet curatif. Et troisième intérêt que l'on connaît tous, c'est un intérêt sur la fonction urinaire, puisque le tadalafil en prise quotidienne améliore le jet urinaire. Donc voilà, ça c'est pour les traitements à visée suspensive. Dans les nouveautés que m'a demandé d'évoquer le professeur Taleb, il y a les traitements à visée curative. Et ça, c'est un petit changement. Les urologues aiment bien utiliser le terme de changement de paradigme, c'est-à-dire de changement de concept. C'est un changement de concept dans la prise en charge des problèmes d'érection. C'est le traitement qui va viser à régler le problème une fois pour toutes, ce que nous demande quand même la majorité de nos malades. En l'occurrence, ce n'est pas toujours efficace pour régler le problème une fois pour toutes, mais les traitements que je vais vous évoquer maintenant, quand on les associe aux comprimés, et notamment au tadalafil en quotidien, on peut vraiment avoir des patients qui évoluent clairement vers la guérison définitive, bien sûr, à compter que les autres facteurs de risque, les facteurs d'entretien, aient été traités. C'est-à-dire que les malades qui fument, les malades qui ont un diabète qui n'est pas équilibré, on aura beau faire ce qu'on veut, ça ne va pas rentrer dans l'ordre tout seul. Donc, maintenant, je vais vous parler de deux traitements qui sont des traitements un peu récents et qui sont des traitements à visée curative. Le premier, c'est l'utilisation du plasma riche en plaquettes. Qu'est-ce que c'est le plasma riche en plaquettes? C'est une extraction du sang du patient à qui on fait une prise de sang en consultation, qu'on va centrifuger pendant 5 minutes à 3000 tours minute. On va obtenir un plasma qui contient les grandes plaquettes, les plaquettes de grande taille, dont on sait qu'elles contiennent elles-mêmes les facteurs de croissance. Donc, une fois qu'on a centrifugé le sang de notre malade, on voit qu'au fond du tube, il y a les globules blancs, les globules rouges, les petites plaquettes. Et nous, on va récupérer le surnageant, qui est le plasma riche en plaquettes. Et on va le réinjecter dans le corps caverneux de notre patient, sous anesthésie locale, en consultation. Ça a deux intérêts. Premièrement, dans la phase aiguë de la maladie de la Peyronie, et ça, on est encore en train de l'évaluer, mais très probablement, l'effet anti-inflammatoire de ces plaquettes et des facteurs de croissance va pouvoir stopper l'évolution et voire même permettre de réduire la courbure. Mais l'intérêt principal, et celui pour lequel je vous parle maintenant, c'est que ça peut faire stimuler la repousse d'un tissu caverneux neuf. De la même façon que le PRP est déjà utilisé, notamment en rhumatologie, pour faire repousser du cartilage dans le genou ou dans l'épaule, ou de la même façon que le PRP est utilisé en orthopédie pour optimiser la cicatrisation post-fracturaire. On l'a vu utiliser à Paris, pour ceux qui suivent un peu le foot, dans la fracture du pied de Neymar l'année dernière. Bon, mais comme il est tout le temps blessé, il a eu d'autres fractures depuis, mais ça a été utilisé l'an dernier pour qu'il récupère un peu plus vite. Donc ça, c'est un concept qui est encore théorique. On a de plus en plus d'études qui sont menées en ce moment contre placebo. Et donc, ça, c'est un des nouveaux concepts qui est très porté aux États-Unis par des arguments, on va dire, commerciaux, des arguments de business. Et donc, il faut quand même se méfier de ce qui est publié. Mais il y a des publications qui sont en ce moment en cours, des publications contre placebo. Et je pense qu'on va avoir des informations qui sont intéressantes. Parce que ce que moi j'en vois au quotidien, je fais plusieurs injections par jour en ce moment de ce produit-là, notamment chez les patients qui ont la Peyronie, les patients qui ont de la fibrose pour d'autres raisons, des patients qui ont été opérés de la verge, notamment pour la Peyronie à qui on a fait une greffe. Bref, j'utilise ça assez largement en ce moment pour me faire une idée. Chez des patients, bien sûr, qui sont prévenus qu'on n'a pas de
garantie de succès. Mais je pense que je vais avoir des choses à vous raconter intéressantes là-dessus. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en reparler, je pense, d'ici à peu près 6 mois avec des valeurs chiffrées. Donc, pour l'instant, on n'est pas certain que ce soit utile. On a une impression que ça l'est, néanmoins. Et si ça l'était, on pourrait se dire qu'en rétablissant une meilleure qualité de tissu caverneux, on pourrait avoir un traitement qui serait capable de régler le problème une fois pour toutes, encore une fois chez les patients dont on aurait au préalable traité, pris en charge les facteurs de risque cardiovasculaire. Voilà. Donc là, c'est un petit schéma qui vous remontre comment on fait. On prélève du sang, en l'occurrence plutôt 20 millilitres. On centrifuge, 5 minutes, 3 minutes tour minute. On récupère le plasma riche en plaquettes et on le réinjecte dans le corps caverneux des patients. La deuxième nouveauté, un peu plus relativement nouvelle là, c'est les ondes de choc de faible intensité. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. C'est même désormais inclus dans les recommandations de l'Association européenne d'urologie. Et donc là, le but, c'est de traiter des patients qui ont une atteinte tissulaire. Une atteinte tissulaire, c'est-à-dire, on ne va pas dire à nos patients qui ont des artères complètement bouchées que ça va fonctionner. Les patients qui ont eu la prostatectomie ou la cystoprostatectomie avec une résection nerveuse, là non plus, traiter leur tissu caverneux, ça ne va pas les aider, ou en tout cas, ça ne va pas être suffisant. Mais les patients qui sont sous traitement médicamenteux, qui ont leur tadalafil quotidien et qui commencent à voir que ça fonctionne moins bien au niveau des érections, ces patients-là, on peut leur proposer, en dehors des injections de PRP, on peut leur proposer un protocole d'ondes de choc de faible intensité, dont le concept est de traiter en gros une fois par semaine pendant 6 semaines les patients, en appliquant directement sur le tissu caverneux un choc de faible intensité. Et ce choc de faible intensité, il va entraîner une surexpression des cellules qui produisent le monoxyde d'azote. Et on va surréguler l'apparition de facteurs de croissance et d'angiogénèse. Donc, en gros, on crée un traumatisme avec une intensité définie, une fréquence définie du traumatisme, sur une durée définie, à peu près 6 semaines, et on obtient à la fin un tissu qui répond mieux à la stimulation, qui relâche plus de monoxyde d'azote endothélial, celui dont je vous avais parlé tout au début, le monoxyde d'azote qui est relâché par le tissu lui-même, le tissu endothélial. Et donc, ça a été prouvé sur un grand nombre d'études, contrairement au PRP, des études que je vous engage à consulter et qui montrent une amélioration du score IEF. Ce qui est pour l'instant encore difficile à faire, c'est arriver à définir quel sera le malade qui va être répondeur à ce traitement et quel sera le malade qui ne serait pas répondeur. Et quand on sait que ce sont des traitements qui ont un coût, qui est pris en charge par aucune assurance maladie, quel que soit le pays, c'est encore difficile de dire à un patient, vous allez dépenser tant d'argent, ça va vous coûter tant d'argent, vous allez venir 6 fois à mon cabinet, donc du temps pendant lequel il ne va pas travailler, et sans pouvoir lui donner une idée de l'éventuelle efficacité. C'est ça qui est encore un peu un obstacle au développement de la technique. Mais ceux qui utilisent ce traitement sont attendus par la communauté urologique pour qu'il arrive à nous donner des guidelines, quels sont les patients qui sont répondeurs. Et donc moi, pour l'instant, j'utilise assez souvent parce que, encore une fois, j'ai une patientèle qui ne consulte que pour des problèmes d'érection, dont certains me demandent ce traitement. Et donc, les résultats sont colligés avec mes collègues aussi de la Pitié-Salpêtrière, le professeur Morgane Roupré. Et on est en train de colliger un grand nombre de patients pour arriver à sortir des chiffres qui soient utilisables dans la pratique quotidienne pour dire à un patient, vous avez une chance d'avoir une meilleure érection après les ondes de choc, ou au contraire, laissez tomber, ce n'est pas pour vous. Ou encore, avec les ondes de choc, on va améliorer les résultats des traitements médicamenteux, mais probablement pas vous guérir définitivement. Voilà, on veut vraiment arriver à définir
ces groupes de patients pour pouvoir donner des recommandations. De la même façon, on va avoir besoin de recommandations sur le matériel, quelle puissance de choc. On sait que c'est a priori les appareils qui tapent un peu plus fort qui donnent les meilleurs résultats. Et il y en a de plusieurs marques. Pour l'instant, c'est encore un peu la jungle. Donc, on a besoin aussi de recommandations pratiques sur comment s'équiper si on veut équiper notre cabinet. Voilà, c'est comme ça que ça se déroule. Donc, il y a un transducteur qui est au contact de la verge et qui envoie à travers la peau des ondes de choc de faible intensité. Et on traite les patients de façon à peu près hebdomadaire, en moyenne sur 6 semaines. Voilà. Donc ça, c'est une revue d'articles qui est sortie dans European. Voilà, si vous voulez vous lire ça pour vous faire une idée, c'est, à mon avis, la façon la plus rapide d'avoir une idée assez précise sur ce qu'on peut avoir avec les ondes de choc. Donc, les ondes de choc et le PRP, ça, ce sont des traitements qui vont amener à une amélioration de la santé tissulaire des corps caverneux. Mais pour l'instant, ni pour l'un ni pour l'autre, on a toutes les informations. Les ondes de choc, ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est qu'on sait que ça améliore la qualité des érections, mais on n'a encore pas l'information importante, indispensable, qui est chez les malades qui sont améliorés, pendant combien de temps cette amélioration est-elle stable? C'est-à-dire que le malade qui continue à fumer pendant qu'on lui fait les ondes de choc, c'est très facile de lui dire ça a marché un peu au début, maintenant vous venez me voir parce que ça ne marche plus, c'est de votre faute parce que vous avez fumé. Mais dans la vraie vie, en fait, même les malades qui n'ont pas des facteurs d'entretien comme le tabac, le diabète déséquilibré, même les malades qui ont tout bien fait, il y en a une proportion qui perd le bénéfice, mois après mois, le bénéfice de ce traitement par onde de choc. Donc, il y a quelque chose à trouver de ce côté-là, les ondes de choc et le PRP, mais on n'a encore pas bien défini quels sont les patients qui vont être répondeurs et quelle est la façon de les traiter pour que le traitement reste actif définitivement. Est-ce qu'il va falloir les retraiter chaque année, tous les 2 ans, tous les 3 ans? Voilà, on est encore en train de chercher. Et donc, il y a encore une place chez les patients qui sont en échec de traitement médicamenteux pour les traitements de deuxième ligne traditionnels. Là, je vais aller un petit peu plus vite, rassurez-vous. Donc, le traitement standard en cas d'échec du médicament, du traitement oral, ce sont les injections intracaverneuses. On a deux produits à injecter, les prostaglandines et Dexcaverject et la papavérine. La papavérine, il faut faire un peu plus attention parce qu'il y a un peu plus de risque de priapisme qu'avec la prostaglandine. C'est des traitements qui sont efficaces chez à peu près 8 hommes sur 10. Les comprimés, c'est à peu près 1 patient sur 2 qui est répondeur. 1 patient sur 2 atteint de problèmes d'érection est répondeur aux comprimés. Et donc, ça exclut les malades qui ont eu, pour la plupart, une prostatectomie, les malades qui ont une neuropathie, donc qui n'ont pas de monoxyde d'azote qui arrive dans la verge. Tous ces malades-là, ils ne vont pas répondre aux comprimés. 1 sur 2 seulement va répondre. Et donc, quand on passe aux injections, là, c'est 8 sur 10 qui répondent. Et donc, les seuls qui ne vont pas répondre, là, c'est ceux qui ont un problème tissulaire. Puisque là, on va injecter un vasodilatateur puissant qui est la prostaglandine directement dans le corps caverneux et donc directement au contact des cellules musculaires lisses. Le problème, c'est que ça nécessite de se piquer juste avant et ça, c'est quand même pas pratique. En plus, il y a certains hommes qui ne supportent pas d'avoir à se piquer, qui ne supportent pas l'idée ou qui ne supportent pas le geste ou encore moins la douleur parce qu'il y a des hommes chez qui c'est douloureux. La plupart des malades, cependant, n'ont pas de douleur à l'injection. Parmi les traitements du problème d'érection, les injections intracaverneuses, c'est le traitement médicamenteux qui est le plus efficace en pourcentage, mais c'est également le traitement qui est le plus rapidement abandonné. On sait qu'à peu près 2 patients sur 3 abandonnent au bout de 5 ans, ont abandonné au bout de 5 ans les injections, pour différentes raisons, à cause d'avoir le besoin de se piquer, parce que c'est peut-être aussi les malades qui sont moins intéressés par la sexualité avec le temps, puisqu'ils ne sont pas répondeurs aux comprimés. Donc, c'est peut-être ceux qui ont aussi des situations médicales un peu plus lourdes. Mais en fait, il y a un ensemble de causes qui fait que c'est quand même le traitement qui est le plus rapidement abandonné quand on le compare aux comprimés, alors que c'est censé être un peu plus efficace. Voilà. Il y a quand même
un type de patient qui répond très bien aux injections, des malades pour qui c'est pratique de prévoir les rapports sexuels, qui sont habiles, qui se piquent sans se faire mal. Il y a des gens pour qui ça marche très bien. Pour ceux chez qui les comprimés ne marchent pas, les injections ne marchent pas, il y a aussi la possibilité d'avoir recours à la pompe à vide, ce qu'on appelle le vacuum, qui est un dispositif qui permet de provoquer une érection veineuse dans une pompe à vide. Et une fois que cette érection est obtenue, on se met un anneau à la base de la verge et on enlève la pompe. Voilà. C'est une érection qui se fait à verge froide sur un gland qui est un peu moins sensible. Et parfois, les partenaires sont un peu gênés par la présence de l'anneau à la racine de la verge. Mais là encore, il ne faut pas s'imaginer comme étant nous-mêmes le référentiel de la normalité. Et il y a des patients pour qui ça se passe très bien en faisant comme ça, d'autres pour qui c'est un problème et pour qui ce ne sera donc pas une solution. Enfin, et j'arrive proche de la conclusion, en cas d'inefficacité des traitements médicamenteux, il nous reste le traitement de dernière ligne, qui est le traitement qui donne le plus de satisfaction sur une vieille publication dans le journal d'urologie américain qui s'appelle Urology des années 90 et qui montre qui avait fait une comparaison fin des années 90 entre le sildenafil, les injections et les implants péniens. C'est les implants péniens qui apportaient le plus de satisfaction dans cette étude-là. Je pense surtout que ça apporte beaucoup de satisfaction à des gens pour lesquels il n'y a pas d'autre solution. Et donc, c'est en ça que c'est un traitement qui est précieux et qu'il faut garder dans l'arsenal. Je vous avais gardé un petit film sur une pose d'implant pénien, mais là, je pense que ça va être un petit peu compliqué de vous montrer ça parce qu'il est un peu tard déjà, surtout si je n'arrive pas à avancer le film. Là, comme je nettoie mon patient pendant au moins une quinzaine de minutes avant de mettre l'implant, le film risque d'être un petit peu long. Donc, de toute façon, ce n'était pas le sujet. Mais si ça devait l'être à l'avenir, ce serait avec plaisir que je vous reparlerai des implants péniens. En conclusion, et avant tout, je tiens à vous présenter mes excuses pour les 20 minutes que j'ai pris de votre temps. La dysfonction érectile, c'est une pathologie qui est invalidante, qui répond le plus souvent à des traitements suspensifs que sont les inhibiteurs de la phosphodiestérase 5 et notamment le tadalafil en prise quotidienne. C'est un problème qui va probablement faire l'objet d'une prise en charge curative dans le futur en utilisant les facteurs de croissance, la thérapie cellulaire, les ondes de choc, mais également l'adaptation des conditions hygiéno-diététiques dans lesquelles vivent nos malades. Et donc, il faut les accompagner aussi de ce côté-là, le tabac, le régime. Et donc, il est nécessaire de dépister la maladie de la dysfonction érectile car elle a un retentissement important sur la qualité de vie. Le succès du traitement dépendra de l'adaptation de ce traitement à la situation du patient. Et donc, encore une fois, la prescription d'IPDE5 doit être accompagnée d'une explication qui est indispensable. Et à ce prix-là, on devrait pouvoir améliorer la qualité de vie de nos patients. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à Salim et je vous souhaite une bonne soirée depuis Paris. Merci Sébastien pour cette présentation qui était plus d'autres pratiques. J'en ai 36 questions. Je pense qu'on va parler avec le laboratoire pour organiser une deuxième séance pour les questions. Voilà, elles sont toutes intéressantes. Je vais essayer de prendre quelques-unes en fait. C'est Monsieur Belaïdi qui pose une question. Il dit: est-ce qu'il y a un intérêt d'une consultation du couple pour la prise en charge en fait du dysfonctionnement érectile? Oui, alors il y a un intérêt théorique. Moi, j'ai une consultation qui est une consultation d'hommes parce que je m'occupe beaucoup de problèmes organiques et un peu moins de problèmes de couple. Je pense en fait qu'il faut que le patient soit à l'aise. Donc, si il se sent mieux de venir tout seul, d'en parler à personne et de venir vous voir, c'est bien. Et celui qui sent qu'il a un problème dans son couple, ou quand l'épouse dit « ce serait bien que je vienne », il est aussi de notre devoir de les accueillir tous les deux. Et de ne surtout pas dire « Madame, vous restez dans la salle d'attente, je vais m'occuper de monsieur ». Il faut que les gens soient à l'aise pour parler et il faut qu'ils vous parlent pour que vous sachiez quel est le problème pour pouvoir les traiter.
Une deuxième question, en fait, qui vient de nos amis marocains. Comment vous gérez en fait les complications, le dysfonctionnement érectile post-prostatectomie? Est-ce que vous donnez d'emblée les IPDE5 ou Oui, comme vous tout à faisiez fait. avant? C'est une très bonne question qui nécessiterait une soirée. Mais il y a des publications, notamment dans European Journal of Urology, qui ont montré que la prescription d'IPDE5 avant même qu'il y ait une cicatrisation nerveuse, et donc avant même que ces médicaments puissent donner une érection, cette prescription, elle est intéressante parce qu'elle fait de la prévention de la fibrose. Et donc, moi, quand les patients sortent d'une prostatectomie radicale, je leur donne des IPDE5, je leur conseille de faire de la pompe du vacuum régulièrement, c'est-à-dire 15-20 minutes par jour pour éviter la fibrose. Et si les érections ne reviennent pas rapidement les premiers mois, je leur explique comment se faire des injections. Parfait. Une autre question. Que penses-tu en fait des prostaglandines intra-urétrales? Alors, j'en ai pas parlé parce que je voulais plus parler des comprimés parce que c'est le traitement qui est quand même le plus utilisé et on voulait rester très pratique. Mais les prostaglandines intra-urétrales, c'est très séduisant puisqu'il n'y a pas de piqûre. En revanche, c'est un peu décevant parce que ça nous a été vendu comme un traitement révolutionnaire. Et finalement, on a en gros qu'un patient sur 10 qui est répondeur, même chez les hommes qui n'ont pas de problème d'érection. La plupart ne sont pas répondeurs, pour la simple raison que pour que ça fonctionne, on a besoin d'avoir une bonne perméabilité urétrale. Et ça, c'est variable d'un individu à l'autre. Et il n'y a pas de moyen, avant d'avoir essayé, pour savoir si ça va fonctionner ou pas. Donc, il y a des patients chez qui ça marche bien. Chez certains, même, ça marche trop bien, ils ont mal. Et la grande majorité, c'est comme s'ils n'avaient pas pris de traitement. Et ça, il n'y a pas de marqueur pré-thérapeutique pour comprendre qui va répondre, qui ne va pas répondre. J'ai une autre question qui sort en fait de l'énoncé en fait de cette présentation, mais Dr Bazi vous demande comment vous gérez les éjaculations précoces associées à un dysfonctionnement érectile. Est-ce que vous donnez la priorité au dysfonctionnement érectile qui va régler l'éjaculation précoce, ou il n'y a pas de rapport entre les deux, ou vous réglez d'abord l'éjaculation précoce et après tu traites le dysfonctionnement érectile? Alors, c'est une question qui est très intéressante. Et là encore, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Il y a un intérêt à traiter le problème d'érection en premier parce qu'il y a beaucoup d'éjaculations précoces qui sont secondaires à la dysfonction érectile. Quand l'érection est fragile, l'éjaculation survient plus rapidement. C'est un mécanisme de survie de l'espèce qui fait que quand le cerveau sent que le rapport sexuel va s'arrêter, on éjacule plus facilement pour que le rapport sexuel aboutisse. Donc, je traite le problème d'érection. Quand on interroge les patients, les hommes qui ont un problème d'éjaculation précoce qui est ancien et qui retentit sur leur humeur et sur leur sentiment de virilité, ça finit par donner une dysfonction érectile par anxiété de performance. Donc moi, habituellement, je traite d'abord le problème d'érection et ensuite je commence la prise en charge de la dysfonction éjaculatoire. Une autre question, est-ce que tu commences en fait avec le tadalafil 5, puis tu passes au sildenafil dans ta conduite à tenir pratique, ou est-ce qu'on peut associer les deux? On peut associer les deux. Moi, en général, je commence par le tadalafil parce que son absorption n'est pas régie par la qualité de l'alimentation, alors que le sildenafil, quand on mange gras, ça fonctionne moins bien. Donc moi, en général, je commence par le tadalafil, plutôt en prise quotidienne. Et ceux qui veulent un peu plus d'efficacité à la demande, ils peuvent prendre du tadalafil 20 mg en plus du 5 mg quotidien. Et si jamais ils trouvent que ce n'est pas suffisamment efficace, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut changer de molécule, faire un test. Et donc, ils gardent le tadalafil 5 mg et ils font des essais de sildenafil 100. D'accord. Il me reste 4 questions, 2 pour moi et 2 pour mes collègues. Pour mes collègues, alors, fuite veineuse pour les sujets jeunes, en fait, de 30 ans. Qu'est-ce que tu fais, Sébastien? Tu l'opères? Ouais, alors, fuite veineuse chez un homme jeune, je le fais opérer, je ne l'opère pas moi-même. C'est une opération de chirurgie vasculaire. Il y a un chirurgien parisien qui est formé pour ça, qui s'appelle le professeur Allaire,
A2L, AIRE. Je vous redonnerai les coordonnées si c'est nécessaire. C'est de la chirurgie qui ne se limite pas à la ligature de la veine dorsale superficielle. Il faut ligaturer toutes les petites veines après avoir fait une embolisation du plexus de Santorini et après avoir fait, avant tout ça, un cavernoscan qui va vous montrer anatomiquement où sont les fuites. Donc ça, pour moi, c'est plus de l'urologie dans ma pratique personnelle, en tout cas. Donc, je préfère les confier à quelqu'un qui fait que ça. Voilà. Ouais. Quand on ne fait que la ligature de la veine dorsale, les chances pour que ça fonctionne sont assez maigres. Ça marche parfois, c'est vrai, mais le plus souvent, pas pour longtemps. D'accord. Alors, une autre question d'un interne en fait, du service où je travaille. Docteur Belay, quelle est la place des anti-asthéniques, vitamine B1, B6, vitamine E? Est-ce que vous donnez quand même en association avec les IP2E5 ou ça ne sert à rien en fait, de remplir l'ordonnance? Ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert pas à grand-chose. Les prescriptions de complaisance pour donner des vitamines, pour leur dire voilà, on s'occupe de vous et tout ça, c'est de la perte de temps. Il vaut mieux leur dire faites attention à ce que vous mangez, arrêtez de fumer, faites un peu d'exercice physique, prenez soin de vous, d'une part, et prenez des médicaments qui fonctionnent, le tadalafil pour commencer, plutôt que de prendre des choses qui ne servent à rien. D'accord. Moi, j'ai une question pour toi, Sébastien. Après les IP2E5, en fait, en Algérie, on a des difficultés pour avoir les injections de prostaglandine. Ouais. Et pour certains patients, on doute en fait, de cette efficacité, qu'on doit passer directement aux prothèses. Pour se mettre aux prothèses, les prothèses, elles sont chères en Algérie. Les semi-rigides et les gonflables, en fait. Les semi-rigides, elles sont moins chères. Est-ce que toi, tu me conseilles en fait, de s'y mettre aux semi-rigides ou attendre en fait, que les gonflables soient remboursés pour apprendre bien la technique? Bon, attendre l'aide des pouvoirs publics, je crois que quel que soit le pays, c'est toujours un peu Difficile. c'est difficile. On sait que les choses évoluent lentement et les patients qui sont dans la situation maintenant de la détresse du problème d'érection, ils veulent une réponse maintenant. Donc, moi, ce que je leur propose, c'est les comprimés. Si avec les comprimés seuls, ça ne suffit pas, faites-leur faire des comprimés et utilisez une pompe pour rééduquer leur tissu. Si ça ne suffit pas, comprimez la pompe régulièrement pour rééduquer le tissu et éventuellement porter un anneau à la base de la verge pendant le rapport. Et si malgré ça, ça ne suffit pas, si on n'a pas les injections et si l'implant hydraulique est trop cher ou n'est pas disponible, à ce moment-là, il faut passer aux implants semi-rigides. Qui ont la même efficacité en fait? Qui ont une bonne efficacité. Sur le plan cosmétique, c'est un peu moins satisfaisant. Mais encore une fois, la discussion avec le malade. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Est-ce que jusqu'à quel point vous êtes prêt à aller pour qu'on règle le problème? Voilà. Tous les traitements, ce qu'il faut faire comprendre au patient qui n'a plus d'érection, c'est que sa verge qui fonctionnait, elle n'existe plus. Et donc, il ne faut pas qu'il arrive au bloc opératoire pour une prothèse rigide en pensant que vous allez lui rendre sa verge qu'il avait quand il avait 18 ans. Ça, il faut lui dire pour qu'il l'entende. Ça n'existe plus. Si on fait l'opération pour une prothèse rigide, c'est une opération qui va vous permettre d'être de nouveau rigide pour pénétrer. Point. Il ne faut pas qu'il ait des attentes qui soient au-delà de ce que vous pouvez faire pour lui. Et donc, pour ne pas qu'il ait ces attentes, c'est à vous de lui dire ce que vous pouvez faire. Et quand le patient il a le contrat dans les mains, voilà, les cachets ne marchent plus, l'anneau, c'est pas possible, je ne veux pas m'en servir, par exemple. La prothèse, ce serait une solution. Vous lui dites à quoi ça ressemble, ce que ça va pouvoir faire et ce que ça ne fera pas. Ça ne va pas lui rendre son éjaculation s'il est anéjaculateur à cause de son diabète, par exemple. Il faut qu'il sache ce qui va se passer et après, c'est lui qui décide. J'ai une dernière question pour toi. Y a-t-il un effet Covid sur le dysfonctionnement érectile? Alors, pas à mon sens. Mais parce que j'ai quand même vu pas mal de Covid comme nous tous. J'en ai vu quand même pas mal personnellement. La seule complication sexuelle du Covid que je connaisse, c'est la publication de mon ancien interne, ancien fellow d'Ulaim à l'Algérie, qui est à Koweït City, et qui a fait un case report d'un priapisme sur la vascularite à Covid. Voilà. D'accord. Ça, c'est une case report. Bon. Voilà, je pense que le Covid, il faut qu'on essaie d'oublier cette catastrophe
On a déjà tous des problèmes à résoudre dans nos pays, mais alors là, si en plus, si on commence à parler du Covid, quand on parle de dysfonction érectile, on va plus s'en sortir avec cette histoire de virus. Bah, je pense que j'ai fait un résumé de questions en fait. Ouais, mais c'est super. Écoute, Ouais. Salim, tu as été un modérateur parfait. Tu as été un communicant extraordinaire. Je vais passer la parole à M. Harouni, qui est le président de l'Association algérienne d'urologie. Peut-être qu'il a quelque chose aussi à te demander, parce qu'il a quand même une grande expérience. Et à mon avis, il a sûrement des questions minimum. Merci. Je ne vais pas poser de questions parce qu'il y a tellement de questions qui sont sans réponse. Je pense qu'il faut un deuxième webinaire pour juste répondre aux questions. Il y a plus de 55 questions. Mais une question qui est venue, qui m'intéresse aussi, quel est le taux de succès des traitements oraux chez les diabétiques? Alors, le taux de succès dans la population générale, c'est à peu près 1 homme sur 2, en comptant que ceux qui ne répondent pas dans la population générale, ce sont les diabétiques qui ont une neuropathie, ce sont les prostatectomisés, les patients qui ont une cause neurologique à leur dysfonction érectile, du type atteinte du système nerveux périphérique comme la sclérose en plaques. Chez les patients diabétiques plus particuliers, je n'ai pas de chiffres sur une publication, mais dans mon expérience personnelle, je dirais à peu près 8 patients sur 10, 8 sur 10 répondent aux IPDE5 dans le diabète. Encore une fois, je vous reparle de la pompe. Dans le diabète, il y a une atteinte tissulaire, il y a une atteinte neurologique, microvasculaire, macrovasculaire, mais il y a aussi une atteinte tissulaire de la fibrose. Et donc, chez vos patients qui commencent à perdre l'efficacité du comprimé pour l'érection, ils sont sous tadalafil, ça va bien pendant 2 ans, après ça commence à aller moins bien. Je leur fais 2 choses. Je leur fais rééquilibrer leur traitement, leur régime. Et deuxièmement, je leur dis de faire de la pompe quotidiennement pour redonner une sensibilité du tissu caverneux au tadalafil. Très bien, merci. Donc, je pense qu'on est arrivé au bout de ce webinaire. Je remercie vivement Dr Stéphane Belley pour cet exposé magnifique. On a fait le tour de la question, de la physiopathe au traitement. C'était pour moi très bénéfique. Je pense aussi pour nos participants qui étaient nombreux. Je remercie Dr Taleb Salim pour cette modération. Et je termine en remerciant notre partenaire laboratoire Dar Dawa pour leur présence et leur soutien. Merci. Je laisse la parole. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, Dr Harouni, et nous remercions vivement l'Association algérienne d'urologie pour nous donner l'opportunité de démontrer notre partenariat et notre souhait de vous accompagner dans la réalisation de vos formations médicales continues. Je remercie vivement le professeur Dr Sébastien Belley pour la qualité de sa présentation et la qualité des informations qu'il nous a partagées aujourd'hui, ainsi que le professeur Taleb pour sa présence et les efforts qu'il a fait lui-même pour rendre ce webinaire réalité, sans oublier Dr Makhour et Dr Aït El-Hajj qui ont travaillé à arrache-pied pour tous les webinaires que l'Association algérienne d'urologie est en train de faire. Et personnellement, j'aimerais bien vous exprimer ma sympathie et aussi mon respect pour ce que vous faites. Vraiment une association qui est une des plus actives maintenant dans la communauté médicale. Personnellement et au nom de toute l'équipe Dar Dawa Algérie, je vous remercie, je vous réitère notre volonté d'être un support et un partenaire puissant pour vous accompagner dans vos activités scientifiques. Et pour la même occasion, j'invite mon collègue Sinan Al-Khatib, qui va aussi parler au nom de Dar Dawa à Amman et vous remercier et vous faire la même promesse que je viens vous faire de la part de Dar Dawa à Amman. Sinan, تفضل خويا احكي.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد. حقيقة سأحاول التكلم باللغة العربية الفصحى يعني لأجل أن نحاول أن نفهم على بعضنا. حقيقة أشكركم على حضوركم هذا الويبينار المسائي المميز في هذا الوقت الحاسم من وقت كورونا، والذي أثبت وأكد على دور الطبيب والمنظومة الطبية في جميع أنحاء العالم. فشكرا جزيلا لكم، وشكرا للجمعية الجزائرية للمسالك البولية على هذا الويبينار وعلى دعوتهم لنا وعلى تشريفهم لشركة دار الدواء بأن تكون هي الراعي لهذا الويبينار الرائع. حقيقة بالحقيقة كانت شركة دار الدواء من أوائل شركات التصنيع المحلي في الجزائر الحبيب، والتي أرفدت السوق الجزائري بالكثير من الأدوية على مر عشرات السنوات، والتي تعتبر من أفضل الأنواع الأدوية والتي تضاهي الأدوية العالمية وبأسعار مميزة جدا. حقيقة إن اختياركم للأدوية شركة دار الدواء له دليل واضح على اهتمامكم بمريضكم وعلى حرصكم بأن يكون هذا المريض يأخذ أفضل الأدوية المدروسة والمعتمدة عالميا والمسجلة والمدروسة بشكل كامل. أشكركم جدا، لن أطيل عليكم لأن الدنيا مساء ومن حقكم أن ترتاحوا الآن. أشكركم وأتمنى دعمكم المتواصل لشركة دار الدواء، وأتمنى النجاح لزملائي في الجزائر يمثلهم خير وسليم وجميع الفريق، وبإذن الله يعني لونش موفق للتايرا 5 ملغ وأيضا للجانست، وبإذن الله يكون النجاح حليفنا وحليفكم. وشكرا جزيلا لكم، وكل أمنياتنا لكم وتحياتنا من الأردن للجزائر الحبيب. شكرا جزيلا. Merci. On vous rend la parole, Dr Harouni, pour clôturer ce webinaire. Merci beaucoup. Bon, je remercie tout le monde encore une fois et je vous dis bonne soirée et au prochain webinaire. Ouais. Docteur Bélé, à la prochaine. Salut. Ciao. Bye. Bye. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Ciao.